En 1789, la France n'a pas seulement renversé un régime. Elle a bouleversé durablement la manière dont le pouvoir, la société et le citoyen se définissent. Pourquoi cette rupture est-elle devenue le point de départ de la France politique moderne? Et comment une crise née de tensions profondes a-t-elle façonné un héritage encore visible aujourd'hui? La Révolution française, 1789, origine. Rupture et héritage. À la fin du XVIIIe siècle, la France est l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Son territoire est vaste, sa population nombreuse, sa culture rayonne bien au-delà de ses frontières. Pourtant, derrière cette apparente solidité, le royaume traverse une période de fragilisation profonde. Les institutions politiques, héritées d'un autre temps, peinent à répondre aux transformations de la société et aux défis économiques croissants. En 1789, la France est encore une monarchie absolue. Le roi concentre l'essentiel du pouvoir, gouvernant au nom d'un ordre présenté comme immuable. La société repose sur une organisation en ordre, marquée par des privilèges anciens et des inégalités juridiques profondes. Cette structure, longtemps acceptée, est de plus en plus contestée, non seulement par les groupes les plus modestes, mais aussi par des élites qui aspirent à une reconnaissance politique et sociale nouvelle. Sur le plan économique, le royaume est confronté à une situation difficile. Les finances de l'État sont lourdement déficitaires, conséquence de décennies de guerres coûteuses et d'un système fiscal inégal. Les tensions sont accentuées par des crises agricoles récurrentes, qui fragilisent une population largement dépendante du prix du pain pour sa survie quotidienne. À ces difficultés matérielles s'ajoute un climat d'inquiétude et de méfiance envers un pouvoir perçu comme distant et incapable de se réformer en profondeur. Parallèlement, le XVIIIe siècle est marqué par une intense effervescence intellectuelle. Les idées des Lumière circulent, questionnant l'autorité, la légitimité du pouvoir et la place de l'individu dans la société. Sans constituer à elles seules une cause directe de la rupture, ces idées contribuent à transformer les attentes et les représentations politiques d'une partie croissante de la population. Ainsi, à l'aube de l'année 1789, la France se trouve à un moment charnière de son histoire. L'équilibre ancien vacille, tandis que s'accumulent des tensions politiques, sociales et économiques qui rendent toute évolution progressive de plus en plus incertaine. La Révolution française s'inscrit dans ce contexte précis, celui d'un royaume puissant en apparence, mais profondément fragilisé de l'intérieur, à la veille d'une rupture majeure. Les racines profondes de la crise de l'Ancien Régime. La Révolution française ne peut être comprise comme la conséquence d'un mécontentement soudain ou d'un simple enchaînement de mauvaises décisions. Elle est l'aboutissement d'un ensemble de tensions profondes qui traversent la société française depuis plusieurs décennies. Ces tensions concernent à la fois le fonctionnement du pouvoir politique, l'organisation sociale du royaume, la situation économique et financière, ainsi que l'évolution des idées. Sur le plan politique, la monarchie absolue montre ses limites. Le roi détient théoriquement l'ensemble des pouvoirs, mais cette concentration empêche toute véritable représentation des aspirations de la société. Les institutions existantes, comme les parlements, jouent un rôle juridique plus que politique et ne constituent pas un espace de débat capable d'absorber les conflits. En l'absence de mécanismes de médiation efficaces, les oppositions s'accumulent sans trouver de débouché. Institutionnel. Le pouvoir apparaît à la fois lointain et rigide, incapable de se transformer sans se remettre en cause lui-même. La structure sociale de l'Ancien Régime accentue ces tensions. La société est divisée en ordres juridiquement distincts, fondés sur des privilèges hérités. Le clergé et la noblesse bénéficient d'avantages fiscaux et symboliques, tandis que le reste de la population supporte l'essentiel des charges. Cette inégalité n'est plus seulement vécue comme une réalité traditionnelle, mais de plus en plus comme une injustice. Une partie des élites, notamment au sein de la bourgeoisie, refuse désormais d'être exclue du pouvoir politique alors qu'elle joue un rôle central dans l'économie et l'administration. À ces déséquilibres sociaux s'ajoutent de graves difficultés économiques et financières. L'État est lourdement endetté, en grande partie à cause des guerres menées au cours du XVIIIe siècle. Le système fiscal, inégal et peu efficace, empêche toute réforme durable des finances publiques. Les tentatives de modernisation se heurtent aux résistances des groupes privilégiés, rendant chaque projet de réforme plus conflictuel que le précédent. Dans le même temps,
la population subit les effets de crises agricoles répétées, qui fragilisent les conditions de vie et alimentent un sentiment d'insécurité permanent. Enfin, ces tensions matérielles et institutionnelles sont renforcées par une évolution profonde des mentalités. Les idées nouvelles diffusées au cours du siècle modifient la perception de l'autorité et du pouvoir. De plus en plus d'individus remettent en question le principe d'un ordre social fondé sur la naissance et revendiquent une reconnaissance fondée sur le mérite et l'égalité devant la loi. Ces idées ne provoquent pas directement la rupture, mais elles fournissent un cadre intellectuel qui rend l'ordre ancien de plus en plus difficile à justifier. Ainsi, à la veille de 1789, la France est confrontée à une crise globale. Le régime n'est pas seulement contesté pour ses décisions ponctuelles, mais pour son incapacité structurelle à répondre aux attentes d'une société en mutation. La révolution s'annonce alors comme la conséquence d'un système devenu incapable de se réformer sans se transformer radicalement. Du blocage politique à la remise en cause de la légitimité du pouvoir. À la fin des années 1780, les tensions accumulées atteignent un point critique. L'État est confronté à une crise financière aiguë, qui ne peut plus être résolue par des mesures ponctuelles. Incapable d'imposer de nouvelles réformes fiscales sans élargir le consensus politique, le pouvoir royal se trouve contraint de recourir à une solution exceptionnelle, la convocation des États généraux, une assemblée représentative qui n'avait plus été réunie depuis 1614. Cette décision, prise en 1788, marque déjà un aveu de faiblesse de la monarchie, révélant son incapacité à gouverner seule dans un contexte de crise profonde. La réunion des États généraux en mai 1789 ouvre une phase d'incertitude. Les représentants des trois ordres sont appelés à exprimer les doléances du royaume, mais très vite, la question des modalités de décision devient centrale. Le maintien du vote par ordre, qui permet aux groupes privilégiés de conserver une majorité artificielle, est contesté par les députés du tiers-État. Ce désaccord, en apparence technique, révèle en réalité un conflit fondamental sur la nature du pouvoir et sur la représentation de la nation. La rupture s'opère lorsque les députés du tiers-État, rejoints par une partie du clergé et de la noblesse, se proclament Assemblée nationale. Par ce geste, ils affirment que la souveraineté ne réside plus exclusivement dans la personne du roi, mais dans la nation elle-même. Ce basculement est essentiel, il ne s'agit plus seulement de réformer le fonctionnement de l'État, mais de redéfinir la source même de la légitimité politique. Le serment du jeu de paume, par lequel les députés s'engagent à doter la France d'une constitution, inscrit cette rupture dans une dynamique irréversible. Parallèlement, la situation sociale et économique continue de se dégrader, notamment dans les villes. L'augmentation du prix du pain et les rumeurs d'une répression imminente nourrissent un climat de peur et de méfiance. Dans ce contexte tendu, l'intervention populaire devient un élément déterminant du processus révolutionnaire. Les événements de l'été 1789, loin d'être de simples explosions de violence, traduisent une perte de contrôle progressive du pouvoir central sur le territoire et sur la population. La rupture de 1789 ne se résume donc pas à une succession d'émeutes ou à la chute d'un symbole. Elle correspond à un moment où l'ordre politique ancien cesse d'être reconnu comme légitime. À partir de cet instant, le cadre institutionnel de l'ancien régime est irrémédiablement remis en cause, ouvrant une période de transformation profonde dont les conséquences dépasseront largement l'année 1789. De l'espoir réformateur à la radicalisation révolutionnaire. À partir de l'été 1789, la Révolution française entre dans une phase de transformation rapide et profonde. Les premiers mois sont marqués par une volonté de refonder l'ordre politique sur des bases nouvelles, dans un climat où l'espoir de réforme durable semble encore possible. L'Assemblée nationale constituante s'engage alors dans un vaste chantier de reconstruction institutionnelle, cherchant à concilier l'héritage monarchique avec les principes émergents de souveraineté nationale et d'égalité juridique. Les premières décisions prises traduisent cette ambition réformatrice. L'abolition des privilèges, proclamée dans la nuit du 4 août 1789, met officiellement fin à l'ordre social de l'Ancien Régime. Quelques semaines plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme des principes fondamentaux appelés à structurer durablement la vie politique française. Ces textes ne se limitent pas à des proclamations symboliques, ils redéfinissent le rapport entre l'individu et l'État, en posant les bases d'une citoyenneté fondée sur l'égalité devant la loi et la reconnaissance de libertés individuelles. Cependant,
cette phase de refondation s'accompagne de tensions croissantes. La monarchie, bien que maintenue, voit son rôle profondément transformé. Le roi n'est plus l'incarnation exclusive de la souveraineté, mais un acteur inséré dans un système constitutionnel en cours d'élaboration. Cette évolution fragilise l'équilibre du pouvoir, d'autant plus que la méfiance entre les institutions et une partie de la population ne cesse de s'accroître. Les réformes économiques et sociales, bien qu'ambitieuses, peinent à produire des effets immédiats sur le quotidien des Français, alimentant frustration et inquiétude. À partir de 1791, la dynamique révolutionnaire se complexifie. La tentative de fuite du roi renforce l'idée d'une rupture irréversible entre la monarchie et la nation. La confiance initiale cède progressivement la place à une radicalisation du débat politique. Les clubs, les journaux et les assemblées deviennent des espaces de confrontation idéologique intense, où s'opposent différentes visions de la Révolution et de son avenir. La question n'est plus seulement de savoir comment réformer l'État, mais de déterminer quelle forme de régime peut garantir la survie des principes révolutionnaires. La situation se tend encore davantage avec l'entrée en guerre de la France contre les monarchies européennes. Le conflit extérieur agit comme un catalyseur, exacerbant les divisions internes et accentuant la pression sur les institutions révolutionnaires. La guerre est perçue à la fois comme une menace et comme une opportunité, menace pour un régime encore fragile, opportunité pour renforcer l'unité nationale autour des idéaux révolutionnaires. Dans ce contexte, la défiance envers les ennemis de l'intérieur s'intensifie, et la logique de suspicion s'impose progressivement comme un mode de gouvernement. La chute de la monarchie et la proclamation de la République marquent un tournant décisif. L'exécution du roi symbolise la rupture totale avec l'ordre ancien et rend impossible tout retour en arrière. La Révolution entre alors dans une phase de radicalisation politique, où la défense de la République est érigée en priorité absolue. Les institutions se transforment rapidement, cherchant à répondre à des menaces multiples, guerres extérieures, révoltes intérieures, instabilité économique et sociale. La période qui suit est caractérisée par une centralisation accrue du pouvoir et par l'adoption de mesures exceptionnelles. Au nom de la sauvegarde de la Révolution, les libertés proclamées quelques années plus tôt sont temporairement restreintes. La violence politique devient un instrument de gouvernement, justifié par la nécessité de protéger la République contre ses ennemis réels ou supposés. Cette phase, souvent qualifiée de terreur, révèle les contradictions profondes d'un mouvement qui, tout en proclamant des idéaux universels, recourt à des moyens coercitifs pour assurer sa survie. Toutefois, cette radicalisation ne constitue pas une rupture totale avec les ambitions initiales de la Révolution. Elle s'inscrit dans une logique de crise permanente, où chaque décision est prise sous la pression de l'urgence. La Révolution avance ainsi par ajustements successifs, oscillant entre volonté de stabilisation et nécessité de répression. Les institutions évoluent rapidement, reflétant l'incertitude d'un régime en construction et la difficulté de concilier principes et réalité politique. À la fin de cette période, la Révolution a profondément transformé la France. Les structures politiques, sociales et symboliques de l'ancien régime ont été démantelées, mais l'ordre nouveau demeure instable. Les espoirs de 1789 ont ouvert la voie à une succession de crises, révélant que la Révolution n'est pas un événement linéaire, mais un processus complexe, marqué par des avancées, des reculs et des compromis successifs. Entre acquis durables et fragilité persistante. À l'issue des premières années révolutionnaires, la France a profondément changé, mais ces transformations s'accompagnent de limites et de crises qui empêchent toute stabilisation immédiate. La Révolution a posé des principes nouveaux, sans pour autant fournir un cadre institutionnel durable capable de les incarner sans tension. Les conséquences sont donc à la fois fondatrices et profondément ambivalentes. Sur le plan politique, la rupture avec l'ancien régime est irréversible. Les privilèges ont été abolis. La souveraineté n'est plus liée à la personne du roi et l'idée de nation devient centrale. La citoyenneté, définie par l'égalité devant la loi, s'impose comme un principe structurant. Toutefois, la succession rapide de régimes et de constitutions révèle l'incapacité à trouver un équilibre stable entre autorité et liberté. La Révolution a détruit un ordre ancien sans parvenir immédiatement à en instaurer un nouveau qui fasse consensus. Socialement, les transformations sont tout aussi contrastées. La fin des distinctions juridiques entre les ordres ouvre la voie à une société fondée sur
L'égalité civile. Pourtant, cette égalité reste largement formelle. Les inégalités économiques persistent, et les attentes sociales suscitées par la Révolution sont souvent déçues. La mobilisation populaire, essentielle au renversement de l'Ancien Régime, devient difficile à contenir une fois l'ordre ancien disparu, contribuant à une instabilité chronique. La Révolution entraîne également une recomposition profonde des rapports entre l'État et la société. Pour faire face aux crises multiples, le pouvoir révolutionnaire recourt à des mesures d'exception. La centralisation administrative et la surveillance politique se renforce, au nom de la défense de la République. Cette logique de crise permanente fragilise les libertés proclamées en 1789 et nourrit une tension durable entre l'idéal de liberté et la nécessité de maintenir l'ordre. Sur le plan économique, les bouleversements sont importants mais inachevés. La suppression des structures féodales et la libéralisation de certaines activités favorisent l'émergence d'un nouvel ordre économique, plus conforme aux principes de la propriété individuelle et du marché. Toutefois, les difficultés financières de l'État persistent, et les crises monétaires successives contribuent à l'instabilité sociale et politique. La Révolution ne parvient pas à résoudre immédiatement les déséquilibres économiques qu'elle avait contribué à révéler. Enfin, la violence politique laisse une empreinte durable. La terreur, justifiée par la nécessité de sauver la Révolution, marque profondément les esprits et alimente une mémoire conflictuelle. Elle révèle les contradictions d'un projet qui, tout en affirmant des droits universels, recourt à des pratiques coercitives pour se maintenir. Cette expérience nourrit une méfiance durable à l'égard des excès du pouvoir, y compris lorsqu'il se réclame du peuple. Ainsi, la Révolution française produit des avancées décisives tout en ouvrant une période de crise prolongée. Elle transforme en profondeur les structures politiques et sociales, mais laisse en suspens la question essentielle de la stabilité du régime. Ces limites expliquent en grande partie pourquoi la France du tournant du XIe siècle demeure un espace d'expérimentation politique, marqué par l'incertitude et la recherche constante d'un nouvel équilibre. Une rupture fondatrice au cœur de l'histoire française. La Révolution française constitue l'un des tournants majeurs de l'histoire de la France et, au-delà, de l'histoire politique européenne. Elle ne se réduit ni à une série d'événements spectaculaires ni à une période de violence exceptionnelle. Elle représente avant tout une transformation profonde des principes sur lesquels repose l'organisation du pouvoir et de la société. À partir de 1789, la légitimité politique cesse d'être fondée sur la tradition et la naissance pour se définir en référence à la nation et à la volonté des citoyens. L'un des héritages les plus durables de la Révolution réside dans la diffusion de notions qui structurent encore la vie politique française. L'égalité devant la loi, la souveraineté nationale, la reconnaissance de droits fondamentaux et la centralité du citoyen deviennent des références incontournables. Même lorsque ces principes sont remis en cause ou partiellement abandonnés. Ils continuent de servir de point de comparaison et de source de légitimation pour les régimes qui se succèdent. La Révolution a ainsi instauré un cadre intellectuel et politique auquel il devient difficile d'échapper. Cependant, cet héritage est indissociable de profondes ambiguïtés. La Révolution a montré que la quête de liberté pouvait s'accompagner de formes de contrainte et de violence. Notamment lorsque le pouvoir se trouve confronté à des situations de crise extrême. Cette tension entre l'idéal et la pratique marque durablement l'histoire politique française. Elle alimente des débats récurrents sur les limites de l'action de l'État, sur le rapport entre ordre et liberté, et sur la légitimité de l'usage de la force au nom de l'intérêt général. Dans le temps long, la Révolution française agit comme une matrice. Les régimes du XIe siècle, qu'ils soient impériaux, monarchiques ou républicains, se définissent en grande partie par leur positionnement à l'égard de l'héritage révolutionnaire. Certains cherchent à l'effacer, d'autres à le canaliser ou à le prolonger, mais aucun ne peut l'ignorer totalement. La succession de ruptures et de restaurations qui caractérise l'histoire française s'explique en grande partie par cette référence permanente à 1789, perçue tantôt comme une promesse, tantôt comme une menace. Ainsi, la Révolution française ne s'achève pas véritablement avec la fin du XVIIIe siècle. Elle s'inscrit durablement dans la mémoire collective et continue de structurer les représentations politiques et sociales. Plus qu'un événement du passé, elle demeure une question ouverte, dont les enjeux et les contradictions résonnent encore dans la France contemporaine. Comprendre la Révolution, c'est donc saisir les fondements
d'une histoire marquée par la recherche constante d'un équilibre entre liberté, égalité et autorité.